Les erreurs, l'indépendance, la décadence, c'est parti pour la partie 2 sur l'Amérique du Sud. Alors on commence en 1492. Qu'est-ce qui se passe? C'est le Nouveau Monde. C'est la fin du Moyen-Âge et début de l'époque moderne. C'est la fin de la Reconquista. Il y a également une petite surprise en plus. Il y a Les Juifs qui sont expulsés de Castille et Aragon. Mais ça, c'est une toute autre histoire. Mais ce qui va vraiment nous intéresser le plus, c'est la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Alors, il était tellement imbu de sa personne qu'il croyait qu'il était arrivé en Inde, d'où amérindien. Il est mort d'ailleurs en croyant cela. Mais non, c'était bien les États-Unis, l'Amérique qu'on connaît aujourd'hui. Et découvert entre guillemets parce que les Vikings y étaient déjà allés. Mais... Le 7 juin 1494, le Portugal et l'Espagne se sont dit on se partage le monde en deux. Allez, c'est ce qu'ils ont fait avec le traité de Tordesillas. Et le 22 avril 1500, Pedro Alvarez Cabral découvre le Brésil. De base, il ne devait pas se rendre au Brésil. C'était la deuxième flotte de Vasco da Gama qui était partie en 1498. Sauf qu'il y a eu un peu trop de vent, il a un peu trop tourné le bateau et ils sont égarés, ils sont arrivés au Brésil. C'est comme ça que le Portugal a découvert le Brésil. Pur hasard, vraiment. L'Amérique, je sais pas qu'est-ce qui se passe là-bas, mais le hasard voulait qu'on aille là-bas. Et donc, de base, il devait se rendre en Inde, donc c'est pas du tout à côté. D'ailleurs, pour la petite information, pourquoi est-ce que le Brésil s'appelle Brésil? C'est tout simplement à cause d'un bois, quand les Portugais sont arrivés là-bas. Le bois était tellement rouge, mais je mettrai l'image, ça s'appelle le pau-brésil. Donc voilà. Donc, en 1530, c'est là que la vraie colonisation, elle commence. Les Français et les Hollandais auront tenté quelquefois d'aller se mettre au Brésil, mais ils sont toujours fait enculer par les Portugais. Et mon autre exemple, c'est le Mexique, où la colonisation a commencé quand les Espagnols ont tout simplement découvert le Mexique en 1519. À l'époque, c'était l'Empire aztèque, parmi tous les autres peuples qu'il y avait. Et donc, de novembre 1519 à juin 1520, ils ont marché jusqu'à Tenochtitlan. Waouh! Je m'en souviens, même en cours d'histoire, j'avais jamais compris ce nom. Tenochtitlan, j'espère que je l'ai bien dit. Non. Le 30 juin, il y a la fameuse Noche Triste, où les Espagnols, comment est-ce que je peux dire ça? Ils se font sodomiser par les Aztèques. Et le 7 juillet de cette même année, il y a la bataille d'Otumba, où les Espagnols étaient vraiment en très mauvaise position. Mais ils se sont tellement battus avec tellement de ferveur, car ils ne voulaient pas subir les supplices que les prisonniers espagnols avaient subis des Aztèques, qu'ils ont tout simplement réussi à repousser. Donc ils ont réussi à s'enfuir à ce moment-là. Esprit shonen. Et le 30 mai 1521, Hernán Cortés, il voulait la ville Tenochtitlan. Et il fait un siège, donc forcément que les Espagnols, ça n'allait pas le faire. Donc il allait voir les peuples à côté qui n'aimaient pas le peuple aztèque. Il les a réunis. Boum, bain de sang. On estime qu'il y a plus ou moins eu entre 120 000 et 400 000 morts. C'est énorme, surtout pour l'époque. Leur raison soi-disant de justifier la colonisation, c'est d'abord forcément la principale pour eux à l'époque, c'est les ressources, l'argent et surtout l'or, parce que de l'or il y en avait. C'est d'ailleurs là qu'a débuté le siècle d'or en Espagne, de 1492 à 1681. Et la deuxième raison, pour eux, ils disaient peut-être que c'était la première. Mais on va pas se mentir, on sait tous que c'était la deuxième raison. C'était apparemment pour christianiser. Alors, s'ils savaient lire la Bible à l'époque, même si tout le monde ne savait pas lire, je pense à l'époque, je sais pas si c'est un cliché ou pas. Ah ouais. C'est vraiment de la pire des façons qu'ils l'ont fait. Mais vraiment de la pire des façons. Bon, la parole a été transmise au moins, mais moyen quoi comme façon de le faire. Donc là, on va passer maintenant aux erreurs. Forcément, à ce moment-là, les esclaves pour eux, c'était des objets. Ils avaient strictement aucune valeur pour eux. C'était une pelle. C'était une hache. Ils subissaient de l'abus de pouvoir, ils étaient maltraités et dans des conditions, j'en parle même pas. Forcément, je peux pas parler de sujet sans parler un petit peu du commerce triangulaire qu'il y a eu à ce moment-là, de l'Europe en Afrique, de l'Afrique, Amérique du Sud, Amérique du Nord. Et donc, pendant 11 siècles, il y a tout simplement eu 11 siècles, 1100 ans. Ça me paraît beaucoup quand même. En 4 siècles. Et en 4 siècles, il y a eu, on estime plus ou moins 8 millions d'esclaves déportés d'Afrique jusqu'en Amérique. Alors, et aussi pour enlever un petit cliché de vos têtes, les Blancs n'allaient pas chasser les Noirs. Ils achetaient des esclaves noirs à d'autres peuples noirs. Ils leur donnaient des miroirs, du tissu. Et donc, jusqu'au début du 19e siècle, on pouvait acheter des Noirs, mais c'est interdit. Donc, ça veut dire qu'on ne peut plus acheter et transporter des Noirs. Ça veut pas dire que c'est la fin de l'esclavage. Ça, c'est pour bientôt. L'esclavage sera enfin aboli totalement en 1838 au Royaume-Uni et en 1848 en France et en 1888, tu vas la voir, l'Empire brésilien. Mais bon, c'est vrai que c'était, encore une fois, c'était de la pire des façons, mais c'est vrai qu'on peut pas le cacher que les Amériques, quand je dis les Amériques, je parle du Nord et du Sud, et central aussi, c'est des pays qui sont vraiment très chrétiens. Alors, on en reparlera un peu de l'hypocrisie qu'il peut y avoir là-bas, tout comme ici. Mais là-bas, on va dire que c'est plus flagrant. Ici, elle est un peu plus cachée, voilà, mais ça reste des pays
toujours encore à l'heure actuelle des pays vraiment très chrétiens, surtout protestants évangéliques. Pour l'indépendance, j'ai choisi 2 pays. J'ai choisi le Brésil parce que je suis brésilien aussi, j'ai la double nationalité, ma mère est brésilienne, donc j'aime bien le pays. Et pour la deuxième, j'ai choisi tout simplement l'Argentine parce que... Mais si. Donc en 1807, le Portugal se fait envahir par Napoléon. Vous voyez le petit bonhomme là, par Napoléon, tout simplement parce que le Portugal ne voulait pas adhérer au blocus continental contre le Royaume-Uni, parce que le Portugal et le Royaume-Uni sont des amis de très longue date. Donc la famille royale fuit au Brésil. À ce moment-là, c'était la colonie la plus développée, la plus riche. Et en 1815, ils ont l'idée de faire le pays associé au Portugal, pas juste une colonie, associée. En 1820, il y a la révolution libérale au Portugal, donc la famille royale, elle est contrainte de rentrer. Mais le souverain de l'époque choisit de laisser son fils aîné comme régent du Brésil. Le 7 septembre 1822, Pierre, donc le fils aîné, déclare l'indépendance du Brésil. Lui qui était prince devient alors l'empereur premier du Brésil. De l'empire brésilien, pardon. Pour la totale indépendance officielle, il faudra attendre 3 ans de guerre pour le temps de défaire tout simplement toutes les autres petites bases portugaises qui restaient encore dans le Brésil. Et en 1825, il y aura enfin le traité de Rio de Janeiro où le Portugal va tout simplement reconnaître l'indépendance du Brésil. Mais bien sûr, ça va pas jouer dans un sens, le Brésil va devoir indemniser le Portugal pour tous les problèmes qu'il y a eu. Maintenant, passons à l'Argentine. L'Argentine, ils ont été inspirés par vous les Français, le peuple qui adore manifester et les révolutions. Le 25 mai 1810, il y a la révolution de mai. Mais, révolution de mai, ils sont pas allés chercher loin. En 1822, il y a la bataille gagnée par Manuel Belgrano à Tucumán et à Celta, gagnée par José... Il a un nom compliqué, pardon. José Gervasio Artigos. Donc ils ont fait le premier congrès d'indépendance de mars à avril 1815. Les campagnes militaires de José San Martín et de José Bolivar, elles vont augmenter encore plus les chances de l'indépendance qui sera enfin obtenue le 9 juillet 1816 grâce au congrès de Tucumán. Et pour la petite anecdote, José San Martín va aider de 1817 à 1820 à libérer le Chili et le Pérou. Donc là, on arrive plutôt à la dernière partie. Ça sera de tête, tout simplement, parce que ça ressemble beaucoup à la partie en Europe. Parce que forcément, chaque pays a son âge d'or, comme le Brésil et l'Argentine l'ont eu. Mais bon, il y a surtout... il y a surtout eu une grosse décadence très puissante. Déjà, forcément, ce sont des pays qui font partie du tiers-monde, ce ne sont pas des pays aussi développés qu'ici en Occident. Mais quand je vous disais tout simplement que certes, c'est des pays vraiment très croyants, plus de la moitié de la population est croyante, plutôt protestante, évangélique. Alors, une petite correction, la plus grande majorité du pays est catholique, j'avais mal fait mes recherches, mais par contre, il y a une très forte hausse du protestantisme. Ça, par contre, c'est vrai. Mais c'est beaucoup moins caché qu'ici, l'hypocrisie. C'est-à-dire qu'ici, en apparence, tout est beau. Là-bas, on le voit clairement dans les rues. Par exemple, au Brésil, il y a les favelas. Là-bas, il y a tout ce qui est cartel. Les mêmes choses qu'on a ici, mais ici, elles sont déguisées. Alors que là-bas, c'est clairement visuel. D'ailleurs, les gens qui glamourisent les favelas, alors je sais pas si ça vous fait plaisir d'aller vous balader dans un endroit où il y a des pauvres, où il y a de la faim, manque d'eau. Voilà, je sais pas si vous, ça vous fait kiffer, honnêtement, mais bon, vous ici, vous adorez kiffer dans tous les cas les favelas, donc continuez. Hein. Vous êtes cons comme tout. Et c'est extrêmement dangereux. Conseil d'amis, je vous déconseille d'y aller. Il y a une pauvreté énorme, des politiciens corrompus autant de droite que de gauche. C'est pareil encore qu'ici. Encore une fois, vous remarquez que c'est la même chose. Il y a aussi forcément beaucoup de prostitution. Et on remarque également que certes, c'est un pays qui se dit sincèrement chrétien, mais le problème, c'est qu'encore une fois, ces préceptes se font oublier. Et depuis que ces préceptes se font oublier, je dirais plus ou moins connaissant le Brésil depuis les années 90, le pays ne fait que descendre. Ne fait que descendre de plus en plus. C'est devenu, vous allez m'excuser du terme, c'est devenu la pute du monde. Ce pays a un potentiel tellement énorme et se fait couiller par la France, par les États-Unis, par la Chine, par tout le monde. Dans les années 1900, jusqu'à plus ou moins 1980-1990, c'était un pays, vous pouvez voir les images par vous-même, peut-être même que je vous en mettrai quelques-unes. On aurait dit qu'on était en Occident, tout était nickel. Mais quand tout simplement les gens ont commencé à mettre de côté les valeurs chrétiennes qui étaient impliquées au Brésil, le pays a commencé à s'effondrer. Et on remarque pas ça que chez le Brésil, on remarque ça en Argentine et dans tous les autres pays qu'il y a eu, et dans tous les autres pays en général. Mais c'est vrai, un truc qu'on peut pas nier au peuple brésilien, c'est qu'ils sont vraiment très ouverts. Un peu trop qu'ici. Si un jour vous allez là-bas, même en Amérique du Sud généralement, ils sont vraiment super sympas. Faites juste attention, mais vraiment ils vont vous accueillir les bras ouverts. Mais fermez vos sacs. Bon, ça aurait été une vidéo bien plus courte, je pense, que la première vidéo. Tout simplement, c'est l'Occident, toute l'Europe vraiment où le christianisme est encore très implanté aujourd'hui, là où il est le plus fort. Donc j'avais un peu plus de sujets là sur l'Amérique du Sud, il y en a un petit peu moins. Surtout que ça commence tout simplement à partir de la colonisation, donc il y a déjà une moitié d'histoire qui est enlevée. J'espère que ça vous aura quand même plu, que ça vous aura rafraîchi quelques moments d'histoire que vous avez pu voir au lycée ou au collège. C'est juste de voir.
C'est quoi la partie 3 déjà pour le dire? On se retrouvera la prochaine fois pour la partie 3 qui va porter sur l'Afrique et le Moyen-Orient. Là, je pense qu'il y aura quand même de quoi faire. Le christianisme part de l'Afrique et du Moyen-Orient. Là, je pense qu'on va vraiment s'amuser. Ça part du Moyen-Orient, ça part de l'Afrique. Là, je pense qu'il y aura beaucoup plus de sujets. Je vous retiens pas plus longtemps. J'espère que vous aurez aimé. Abonnez-vous, partagez, commentez. Allez me suivre sur mes autres réseaux. Et je vous dis à bientôt. Amen. Et j'avais oublié ma petite tradition du coup, c'est de faire un petit mot de fin. Et du coup, le petit mot de fin, c'est... L'eau de Montpellier, elle est dégueulasse.